Déjà fait ça, non? Sortir son téléphone pour trouver son chemin. Ça semble presque magique. On tape une adresse, et hop, une petite flèche nous guide sans qu'on ait à y penser. Mais comment ça marche pour de vrai? Allez, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière. La question de base est à la fois toute simple et elle donne un peu le vertige. Comment un appareil qui tient dans la paume de la main peut savoir, à quelques mètres près, où il se trouve sur notre immense planète? En fait, la réponse n'est pas unique. C'est un mélange assez fou des technologies de pointe et de physique fondamentale. On parle d'une véritable symphonie de satellites, d'horloges d'une précision incroyable et même, oui, des théories d'Einstein qui entrent en jeu pour que tout ça fonctionne. Pour vraiment piger le fonctionnement du GPS, il faut d'abord comprendre un principe géométrique tout bête qui est au cœur du système. Alors, oublions un instant les satellites, la relativité, tout ça, et concentrons-nous sur une idée simple mais super élégante, la trilatération. Pour faire simple, la trilatération, c'est l'idée que si on connaît la distance qui nous sépare de plusieurs points de référence dont la position est connue, eh bien on peut calculer notre propre position avec exactitude. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Alors, voyons comment ça se passe, étape par étape. Imaginez, le signal d'un seul satellite nous dit qu'on se trouve quelque part sur une immense sphère. Pas très précis. Si on ajoute le signal d'un deuxième satellite, ça réduit nos possibilités à un cercle, là où les deux sphères se coupent. Ah, on progresse. Avec un troisième, ce cercle se réduit à seulement 2 points. Et enfin, un quatrième satellite vient confirmer notre position unique et lève le doute. C'est bon? On nous a localisés. Bon, la géométrie, c'était la partie simple. Mettre ça en pratique dans le monde réel, c'est une autre paire de manches. Parce que pour que la trilatération fonctionne, il faut mesurer la distance. Et pour mesurer cette distance, il faut mesurer le temps, avec une précision absolument hallucinante. Et c'est là qu'on tombe sur le premier gros obstacle. Les satellites, eux, sont équipés d'horloges atomiques. Ce sont des bijoux de technologie ultra précis et qui coûtent une fortune. De notre côté, un téléphone embarque une simple horloge à quartz, qui coûte quelques euros, mais qui est beaucoup moins précise. Alors comment on fait pour que ces deux mondes puissent se parler? Mais attendez, il y a un problème encore plus bizarre. C'est une conséquence de la théorie de la relativité d'Einstein. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. Là-haut, en orbite, loin de l'attraction gravitationnelle de la Terre, les horloges des satellites tournent un tout petit peu plus vite que les nôtres, ici au sol. C'est fou, non? Et ce tout petit peu, on peut le mesurer. À cause de cet effet relativiste, chaque jour, les horloges des satellites prennent 38 microsecondes d'avance sur celles qui sont sur Terre. 38 microsecondes, ça semble ridicule, une poussière de temps. Sauf que les signaux GPS voyagent à la vitesse de la lumière. Et cette minuscule erreur de temps, si on ne la corrigeait pas, se traduirait par une erreur de position de 10 km. Chaque jour, le système serait complètement à la ramasse, inutilisable. Et c'est là que l'ingéniosité du système est brillante. Ce fameux quatrième satellite, il ne sert pas juste à confirmer la position. En fait, il permet au récepteur de résoudre une quatrième inconnue. Les 3 premières, c'est la position dans l'espace, latitude, longitude, altitude. Et la quatrième, c'est l'erreur de sa propre horloge. En gros, le système se recalibre en permanence. Il transforme le problème en solution. Maintenant, changeons d'échelle. Prenons un peu de hauteur pour voir comment tout ça s'intègre dans un effort international. Parce que le GPS que tout le monde connaît, ce n'est en fait qu'une partie d'un ensemble bien plus grand. Le terme technique exact, c'est GNSS, pour Système mondial de navigation par satellite. C'est le nom de famille qui regroupe toutes les constellations de satellites de navigation, et pas seulement celles des États-Unis. Oui, en plus du GPS américain, il y a le GLONASS russe, le système Galileo de l'Union européenne et Beidou qui est chinois. Le plus fort, c'est que nos téléphones modernes sont assez malins pour utiliser les signaux de plusieurs de ces systèmes en même temps. Ça augmente la précision, la fiabilité, c'est un super exemple de collaboration mondiale qui nous profite à tous. L'impact de cette technologie va bien au-delà de la simple carte sur un téléphone. Le GNSS, c'est une infrastructure invisible, mais qui est devenue absolument vitale pour le fonctionnement du monde moderne. Plus que la position, c'est la synchronisation temporelle ultra précise du GNSS qui est cruciale. C'est elle qui sécurise les transactions bancaires, qui aide à gérer les réseaux électriques ou qui assure que les réseaux de téléphonie mobile fonctionnent bien. De l'agriculture de précision à la coordination des secours après une catastrophe, le GNSS est littéralement partout. Bien sûr, une telle dépendance peut parfois mener à des situations, disons, cocasses. Il y a cette histoire de 3 étudiants au Japon qui ont suivi leur GPS aveuglément pour aller sur une île. Le seul X, c'est que la route indiquée était en fait une vasière, uniquement praticable à marée basse. Ils ont évidemment dû être secourus. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Cette technologie, née d'un projet militaire, est devenue un service public mondial, invisible, dont des pans entiers de notre civilisation dépendent.
En regardant cette petite flèche bouger sur notre écran, c'est facile d'oublier l'incroyable balai de satellites, d'horloges atomiques et de physique relativiste qui se joue au-dessus de nos têtes. La vraie question est, qu'est-ce qu'on ferait si tout ça s'arrêtait demain ?